messieurs, merci de rester avec nous. Des 107 footballeurs préconvoqués, 37 viennent d'être présélectionnés à l'équipe nationale par l'entraîneur Jean-Flora Ibengue en prévision du match du 6 septembre prochain à Lubumbashi entre les Léopards et les Lions indomptables. Alors qu'on s'y attendait le moins, la pluie est tombée le week-end à Kinshasa en pleine saison sèche. Ceux qui relancent les commentaires sur le changement des saisons. Pour en avoir le cœur net, nous avons parlé avec le directeur technique de la Medelsat. Vous les suivrez dans cette édition du journal. Nombreux au sein du personnel politique ont foi au processus électoral, à l'instar des 16 partis politiques qui signent aujourd'hui le code de bonne conduite à la Commission électorale nationale indépendante. Bienvenue à tous. Au lieu d'une seule formation politique, ce sont 16 qui signent aujourd'hui le code de bonne conduite à la Commission électorale nationale indépendante, un engouement qui prouve, si besoin en était, que plusieurs acteurs politiques croient effectivement à la suite du processus électoral. À cette allure, le cap de 300 partis signataires de ce code est presque franchi, car nous sommes à 289 des formations politiques qui s'engagent à participer aux élections dans un esprit de tolérance afin de réussir des scrutins libres, transparents et apaisés, prélude à la non-contestation des résultats. Au moment où certains politiciens se préparent à la conquête ou à la conservation du pouvoir à travers des urnes, des rebelles se font incarcérer. Au Nord Kivu, à ce sujet, le chef du bureau provincial invite le gouvernement à trouver une solution au problème des fonds du mouvement du 23 mars, en dépit de la défaite militaire de cette rébellion. Pour la MONUSCO Nord Kivu, à travers son chef de bureau, M. Rey Torres Virgilio, au vu de la tournure des événements dans toute la province, le futur est moins promettant. Nous avons une circulation d'armes au Nord Kivu qui est impressionnante. On a eu même dans le Rutshuru, la MONUSCO continue à trouver des caches d'armes. Pareil au Walikale, pareil dans le Grand Nord. Donc il y a des armes qui sont dans les communautés, entre les mains de certaines personnes, qui continuent à constituer un danger. Si vous avez une combinaison de problèmes dans les communautés avec une présence d'armes très facile à acquérir, vous courez toujours le risque d'avoir peut-être pas un mouvement comme le M23, mais des petits groupes ou même des individus qui continuent à commettre des exactions. Le chef des bureaux de la MONUSCO pense que pour sauver la situation, la solution reste de résoudre les questions des fonds du M23. Il n'y a pas de solution militaire. Vous avez souvent entendu le SRSG et le Force Commander et le général Wafi et moi-même dire qu'il n'y a pas de solution militaire. Donc la communauté internationale, à travers la MONUSCO, a aidé à défaire le M23. Mais nous avons dit qu'il faut résoudre le problème de fond. Nous ne pouvons pas tout résoudre. Nous pouvons aider le Congo à commencer à trouver des solutions, à commencer à ouvrir des espaces pour un autre type de solution, mais nous ne pouvons pas tout résoudre. À en croire les sources non officielles, contactés ce lundi dans le Massissi, il serait environ plus de 500 éléments de l'ex-M23 infiltrés déjà dans ce territoire. Le 12 septembre prochain marque pour les hommes d'affaires congolais le début de se conformer au nouveau système comptable OHADA. Il fera bientôt 2 ans que la RDC transite vers ce nouveau système. Et pour aborder de la question, notre rédaction a approché le professeur Roger Massamba, président de la Commission nationale OHADA, pour plus d'explications. Pour le droit commercial général et pour les sociétés commerciales, on a prévu une période transitoire de 2 années pour permettre aux commerçants de se faire immatriculer dans le nouveau système OHADA, c'est-à-dire l'abandon du NRC et son remplacement par le RCCM, en d'autres termes le registre du commerce et du crédit mobilier pour les commerçants, personnes physiques. Et c'est une opération gratuite qui se réalise au guichet unique et auprès des greffes des tribunaux de commerce en province, ou là où il n'y a pas de tribunal de commerce, auprès des greffes des tribunaux de grande instance. Et pour les sociétés commerciales, cette adaptation consiste en une mise en harmonie des statuts, c'est-à-dire une correction des statuts par modification ou même changement de la totalité des statuts des sociétés pour les mettre donc en règle avec l'OHADA, toujours dans le même délai qui court
12 septembre 2012 et qui s'arrête le 12 septembre 2014. Celui qui est commerçant qui n'a pas une immatriculation au registre du commerce et du crédit immobilier est un commerçant tout à fait irrégulier et il n'aura qu'à s'en prendre à lui-même puisqu'il sera trop tard à ce moment-là. On ne pourra plus faire ce qu'on appelle la mise en harmonie. On ne parlera plus de mise en harmonie après le 12 septembre et la société qui n'a pas procédé à cette régularisation se retrouvera parfois en difficulté. Par exemple, si elle veut initier une action en justice, elle aura des problèmes. Il y a aussi d'ailleurs quelques sanctions pénales possibles. On espère qu'on n'en arrivera pas à ça. Et enfin, il est possible aussi que des tiers puissent saisir les tribunaux afin que ordre soit donné à celui qui n'est pas en règle de se mettre en règle. Au besoin sous astreinte, cela signifie qu'avec obligation de payer une somme donnée chaque jour de retard. Gouvernance, un atelier de 3 jours est organisé par le marché commun de l'Afrique orientale et australe en collaboration avec la Direction générale des douanes et assises sur la préparation à la date limite d'adhésion à la zone de libre-échange. Déo Rougouiza, directeur général de la DGRAD, assure que le gouvernement a pris l'engagement de préparer tout ce qu'il faut pour que la RDC soit prête à cette adhésion. À noter que cette intégration compte 5 étapes. La première étape est la zone de libre-échange qui suit un processus de façon à accéder à l'union douanière. Grâce à cette adhésion, la RDC devra aussi adapter son code douanier de manière à y introduire des éléments provenant du code de la communauté. Économie informelle, de jeunes gens du quartier Kimwenza se sont trouvés de l'emploi par l'extraction du sable de la rivière Nsaya qu'ils destinent à la vente. Voilà une manière originale de tourner le dos au chômage et à l'oisiveté. Ce n'est ni du diamant ni des mollusques que ces hommes recherchent dans cette rivière Nsaya. Ici au quartier Kimwenza dans la commune de Mongafula, ces infatigables se mouillent pour mettre à surface des précieuses fines pierres gracieusement nettoyées par cette eau. C'est du simple sable, diriez-vous, mais toute l'énergie à déployer en donne une valeur à sa qualité et sa quantité. Ces métiers m'aident beaucoup. Il me permet de subvenir à mes besoins. J'ai fait 5 ans depuis que j'ai commencé ce travail. Je n'ai pas une autre activité à part celle-ci. J'apprécie beaucoup ce métier car je bénéficie de beaucoup d'avantages. Je fais ce travail pour avoir de l'argent. Si je manque d'argent, cela peut me pousser à faire des choses bizarres, dit cet homme. Si les constructeurs n'ont qu'un coup d'œil pour apprécier le produit, cette mine aquatique peut désillusionner ceux qui ne sont pas ténaces. Je conseille aux jeunes d'éviter la paresse et la distraction, mais à venir ici travailler dans cette carrière. Nous avons besoin des jeunes qui ont de la force physique. Ils peuvent bien faire ce travail et en tirer beaucoup d'avantages. Extraire du sable est un métier porteur au regard du boom immobilier. Seulement, les bonnes affaires se font pendant la saison sèche. La période pluvieuse rend l'exploitation ardue à cause de la crue de la rivière. À propos des filles et femmes, un atelier régional sur les violences sexuelles basées sur le genre s'est tenu à Kinshasa, auquel ont participé des formateurs sur cette question venue de l'Afrique de l'Ouest et de l'intérieur de la RDC. La question du genre a été perçue comme pertinente au cours de ces échanges. Hommes et femmes ont une commune responsabilité dans le respect des exigences des naissances désirables. Sur terrain, le niveau d'appropriation de cette valeur de la procréation est pourtant sujet à caution. L'Association pour le bien-être familial propose un schéma correcteur. Elle s'engage dans des actions visant la prise en compte, le genre dans les activités de la santé de la reproduction pour une formation durable. Et pour plus d'efficacité, la formation des formateurs en genre s'avère indispensable. L'atelier régional s'est ouvert ce lundi à Kinshasa. Tout pays est obligé de faire l'intégration de genre
dans ses activités, dans ses politiques et dans ses programmes. La RDC est un grand pays avec beaucoup de défis par rapport à la santé de la reproduction. Ce n'est que normal qu'on puisse choisir, qu'on puisse intégrer la dimension genre dans les activités du programme dans ces pays. Grâce à la méthodologie participative de formation des adultes, les participants à cet atelier iront répercuter les connaissances acquises dans leurs pays respectifs. La RDC est désignée comme cadre d'excellence. Les participants devraient développer un état d'esprit sensible aux gens pour guider leur travail, mais devraient aussi développer des compétences pédagogiques qui pourraient leur permettre de communiquer les informations qu'ils vont recevoir ici, les enseignements qu'ils vont recevoir ici, savoir les communiquer à d'autres. En cette première journée, les participants ont échangé sur la compréhension du genre et concepts associés, entre autres sexe et genre, type de violence basée sur le genre, l'égalité des genres. Ces assises prendront fin le vendredi prochain. Des réflexions sur d'autres questions internationales étaient également au centre des échanges hier à l'université protestante au Congo, où le procureur du tribunal pénal international de l'ex-Yougoslavie, Serge Brammertz, est intervenu pour animer des cours intensifs sur le droit de l'homme et les droits international pénal. Il s'est agi de partager son expérience sur le procès pénal international en ce qui concerne les stratégies de poursuite des crimes internationaux. C'était à l'initiative du Club des Amis du droit au Congo. La 3e édition des cours intensifs sur le droit de l'homme et le droit international pénal est honorée par la présence du secrétaire général adjoint, procureur du tribunal international pour l'ex-Yougoslavie, Serge Brammertz. Ce dernier a partagé son expérience avec les participants sur le procès pénal international dans les stratégies de poursuite des crimes internationaux. Nous avons discuté l'interaction entre les juridictions internationales et nationales. Notre tribunal a été créé il y a 20 ans, à un moment où il n'y avait aucune coopération avec les procureurs en Serbie, Croatie et Bosnie. Avec le temps, ça a fortement changé. Aujourd'hui, nous transmettons très régulièrement des dossiers entiers aux procureurs dans ces différents pays. Donc il y a un échange direct entre les deux niveaux, le niveau international et le niveau local. Même les étrangers invités par le président de la dite structure sont très heureux de la leçon reçue de ces grands hommes de droit international. Monsieur Brammertz, le procureur au tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, qui nous fait donc un résumé sur les stratégies des procureurs pour le moment au TPY, et puis après là nous allons aborder la stratégie du procureur à la Cour pénale internationale. La richesse déjà donc, des intervenants qui sont ici. Le doyen du département de la faculté de droit de l'UPC n'a pas gardé sa langue en poche, il s'est exprimé en ces termes. Il en détient un bagage important, une expérience importante, et je trouvais que c'était intéressant qu'il fasse partager cette expérience avec nos étudiants, avec tous les participants, les praticiens, les magistrats qui sont présents. Donc c'est tout à fait une intervention pertinente. Serge Brammertz a fini son exposé en rappelant qu'il a intégré au tribunal pour l'ex-Yougoslavie le procureur de liaison, un pour la Bosnie, un pour la Croatie et un pour la Serbie, qui peuvent consulter à la haie les 9 millions de pages de documents par rapport au conflit en ex-Yougoslavie. Et ces documents sont sortis des banques de données pour être utilisés dans les procédures nationales, a-t-il conclu. Kinshasa est en pleine saison sèche et curieusement, samedi dernier, la ville a vécu sa toute première pluie pendant cette période. Une situation annoncée par des prévisions météorologiques qui fait allusion à une tendance orageuse sur la ville. Une exactitude de l'Agence nationale de télédétection par satellite qui n'annonce pas la fin de cette saison sèche. John Mavakala, directeur technique de la Metelsat, était sur le plateau Écran Vert pour en parler. Il a plu, certes, abondamment le samedi parce que nous avons enregistré, je crois, une affaire de 5 mm de pluie, ce qui est quand même considérable. Mais cela ne veut pas dire que nous sommes en pleine saison de pluie, que la saison sèche a pris fin, loin de là. Parce que ce sont des phénomènes qui arrivent. Et d'ailleurs, ce n'est pas pour la première fois qu'une pluie tombe pendant la saison sèche. C'est-elle prévisible, cette pluie ?
Cette pluie, on l'avait prévue. Je crois que dans certaines chaînes, là où nous déposons nos bulletins, nous avons parlé qu'à Kinshasa, il va avoir un ciel à tendance pluvieuse. On avait annoncé. Donc, c'est quelque chose que nous avons annoncé. Évidemment, c'est clair qu'il y a des gens qui ne font pas tellement attention à ça, mais c'était ça. Mais pour revenir, une saison sèche, madame, ne signifie pas que nous avons une absence absolue des pluies. Parce que quand, vous voyez, la météo travaille souvent avec les chiffres, les statistiques. Et quand nous voyons nos séries de données, en tout cas, il arrive qu'au mois de juin, de juillet, d'août, que nous puissions enregistrer quelques pluies. Ça arrive. Et ça se justifie par? Mais ça se justifie quand les conditions sont réunies, comme la situation qu'on a vécue les samedis. Vous nous parlez des conditions, quel genre de conditions? Oui, je vous dis ceci, Vous voyez par exemple le samedi, ce que nous avons constaté, c'est que cette pluie-là a pris naissance à Kenge et Kikwit. Et vous devez savoir qu'en météorologie, les phénomènes sont souvent migrateurs. Donc quelque part, la situation est partie de là. Et à cause de la circulation générale, c'est une situation qui nous a atteints. Et voilà que nous avons vécu. Et puis, sur place ici à Kinshasa, les conditions étaient aussi favorables, ce qui a fait qu'on puisse avoir cette pluie. L'émission Écran Vert s'est intéressée par ailleurs à la crise sécuritaire dans le nord Katanga entre Pygmées et Bantous dans le district de Tanganyika. Elle a à cet effet approché la structure Forest People's Programme qui travaille sur les questions des peuples autochtones pour la promotion et protection de leurs droits. Patrick Ipalou est le directeur national FPP. On l'écoute dans cet extrait. Il y a beaucoup de problèmes dans la province du Katanga, au nord, des problèmes liés à la sécurité, c'est vrai, et particulièrement sur la question des peuples autochtones. Il y a eu des tueries, il y a eu des combats entre les peuples autochtones et certaines communautés, Bantous, oui, particulièrement dans les territoires des Kabalo, dans les territoires des Manono, mais aussi dans les territoires des Nyunzu. Nous sommes dans les districts de Tanganyika, oui, et beaucoup de ces conflits jusqu'à maintenant, selon les informations que nous avons, sont liés aux problèmes, aux conflits fonciers, aux problèmes de contrôle des terres, de contrôle des ressources naturelles. Et à la minute où je vous parle, il y a une mission avec quelques leaders autochtones, mais aussi les ministres de l'Intérieur et les responsables de l'armée qui sont descendus sur le terrain pour essayer de faire des investigations et comprendre exactement qu'est-ce qui se passe et quelles sont les mesures appropriées à prendre pour essayer de ramener la paix dans cette partie du territoire, surtout avec nos peuples autochtones qui sont dans la zone et les communautés bantoues avec qui ils vivent. L'intégralité de cette émission est prévue pour ce soir à partir de 18h10. Des confrères nous fournissent d'autres nouvelles à travers les lignes après la cacophonie au sein de la majorité présidentielle au sujet de la révision constitutionnelle. Le modérateur annonce que Kabila tranche ce week-end. L'autorité morale de la majorité présidentielle est obligée de fixer l'opinion sur la question brûlante de la révision constitutionnelle, surtout quand cette guéguerre touche les sommets de sa famille politique et met aux prises d'un côté le PPRD et de l'autre le MSR pour éteindre le feu qui risque d'embraser sa propre case. Joseph Kabila s'est résolu d'intervenir, considérant avec raison qu'il y a périple en la demeure. La prise de position du chef de l'État permettra de recadrer les débats au sein du microcosme politique congolais et d'apaiser les esprits surexcités aussi bien dans les états-majors politiques que chez nos partenaires bilatéraux. La problématique de la présence nombreuse d'Asiatiques au Katanga amène la nouvelle dépêche à s'interroger. Une insécurité, la plupart des minings implantés chez nous ne prévoient ni cantine, ni centre médical, ni école pour l'encadrement des travailleurs et leurs dépendants. Nos autorités devraient, en signant des accords d'investissement avec des tiers expatriés ou nationaux, privilégier aussi les intérêts de la population. Ces contrats devraient être obtenus en toute rationalité en sauvegardant
dans l'intérêt du plus grand nombre. L'activité extractive semble montrer toutes ses limites en ce sens que les minerais ne sont ni renouvelables, moins encore reproductifs comme le céré, le grain de goyavier, les arachides et le palmarès. Pourquoi ne pas suspendre pour un moment l'exploitation minière en privilégiant l'agro-pastoral, par exemple? Parlons football pour terminer. Le sélectionneur des Léopards, Jean-Florent Ibenga, a dévoilé hier la liste des 37 joueurs présélectionnés en prévision du match qui va les opposer contre les Lions indomptables du Cameroun le 6 septembre prochain au stade de la Kenya à Lubumbashi dans le cadre des éliminatoires CAN Maroc 2015. Lomoto ASV Club, Koudibana Anderlecht Belgique, Mandanda Charleroi Belgique. Les défenseurs Chancel Mbemba Anderlecht, Cédric Mongongo et Antonio Gaillard, Gabriel Zakwani Peterborough en Angleterre, Bangala Lisampe, Ebunga ASV Club, Kasusula TP Mazembe, Kimwaki TP Mazembe, Isama Kabuskor, Mabele AS Vita Club, Mampuya AS Vita Club et Ungenda Orlando Pirates. Milieu de terrain, Ilongo TP Mazembe, Adissou ASV Club, Magola ASV Club, Munganga ASV Club, Tela Léopard de Dolisie, Kage Genk Belgique, Kebano Charleroi Belgique, Macchiadi Werder de Brême Allemagne, Moulumbu West Brom en Angleterre et Distel Zola Le Havre en France. Attaquant Assombalanga Nottingham Forest Angleterre, Bokila Jérémy Terek Grozny Russie, Bolassi Yannick Crystal Palace en Bretagne, Diba Ilunga Qatar, Kazenga Loaloa de Brighton en Angleterre et Cédric Mabouati Betis Séville Espagne. Deo Kanda l'ASV Club, Kabangu MK, Luvumbu ASV Club, Moubele ASV Club, Goudikama ASV Club. Les étrangers sont les joueurs qui sont dans les meilleures divisions de leur pays. C'est-à-dire sont des joueurs qui jouent en première division belge et je les ai répertoriés par pays et par division. Première division belge, anglaise, française, italienne et voilà. J'ai passé en revue tous ces gamins. Ce sont des joueurs qui sont susceptibles de jouer pour l'équipe nationale du Congo, même s'ils peuvent jouer pour leur équipe, pour leur pays dans lequel ils habitent. Donc je voulais, par cette démarche, sensibiliser tout le monde par rapport à l'équipe nationale. C'est-à-dire que l'équipe nationale est au-dessus de tout. Et pour dire à ces jeunes que c'est une chance pour eux de pouvoir avoir le choix entre deux pays. Fin de cette édition du journal. Madame, Messieurs, merci de nous avoir suivis.